Bonjour et bienvenue sur ce plateau télé de la Tribune à Strasbourg. Je suis Olivier Mirguet, journaliste, correspondant de la Tribune à Strasbourg. Et pour cette table ronde consacrée à la raréfaction des ressources, nous avons invité 5 chefs d'entreprise, 5 dirigeants de start-up et d'entreprises historiquement établis en Alsace. Je commence par vous, Philippe Généreux, vous êtes directeur général de la brasserie Météor à Orfelden. Bonjour. Bonjour. Estelle Delangle, vous dirigez, vous représentez le pôle chanvre de Troyes, le chanvre. Inès Sadala, vous avez créé et vous dirigez la société Signe qui fabrique des collants indestructibles à Reims. Vous nous expliquerez tout à l'heure en quoi ça consiste, un collant indestructible. Yannick Laffut, vous avez créé la société Blackleaf et vous avez inventé un nouveau matériau, le graphène, que vous allez commercialiser, que vous commercialisez déjà d'ailleurs. Et pour finir, Sadia Rafal, bonjour. Vous avez créé la société Player à Strasbourg qui est dans le photovoltaïque. Donc sur la thématique de la raréfaction des ressources, quand les matériaux se raréfient, on commence par regarder si on peut en inventer de nouveaux, des matériaux de substitution. C'est ce que vous avez fait, Yannick Laffut, avec la société Blackleaf. Le graphène que vous avez mis au point et que vous commercialisez, qu'est-ce que c'est ? Alors donc on a développé un procédé de production de ce matériau. Donc le matériau graphène, ce n'est ni plus ni moins que du carbone, une feuille de carbone, qu'on extrait donc du graphite. On utilise du graphite, on a développé le process industriel qui permet donc d'effeuiller le graphite et finalement de ce millefeuille le graphite, n'isoler qu'une seule feuille de carbone. Et donc là, à ce moment-là, on a du graphène. Et quand on a du graphène en main, on a un matériau qui est très conducteur électriquement, très conducteur thermiquement, un matériau extrêmement résistant, plus de 200 fois plus résistant que l'acier, à épaisseur bien sûr identique, un matériau complètement, barrière. Et on a développé un process en plus qui est complètement écologique. Donc on n'utilise que de l'eau et on parle déjà de raréfaction des matériaux et je mettrai déjà le premier point sur ce sujet-là. C'est-à-dire que toute l'eau qu'on utilise nous dans nos process de production, on la recycle. Il n'y a rien qui part à l'égout. Et donc on est assez peu consommateur d'eau, même si notre procédé n'utilise que du graphite, de l'eau et un peu de poudre de perlimpinpin qui est notre recette de fabrication. Donc on produit aujourd'hui ce graphène, on le produit dans la banlieue de Strasbourg et on le produit de façon complètement écologique et à un niveau industriel. Et notre ambition, puisqu'on a été beaucoup aidé par l'État et on vient de faire une jolie levée de fonds, eh bien, c'est de fabriquer quasiment 10 tonnes de graphène par mois à l'horizon d'un an et demi, 2 ans. Et ce qui fait de nous donc, le premier producteur de ce matériau en Europe. Vous êtes une start-up industrielle. Est-ce que vous allez construire du coup une usine ? Absolument, donc on ne construit pas un bâtiment, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas trop s'il nous faut 2, 3, 4 000 mètres carrés, donc on va faire step by step. Et la première échéance en fait va être de louer un local là, qui est déjà bien identifié, et donc de mettre, je dirais, une première étape, une première phase en fait de machines qui vont nous permettre d'atteindre d'abord 3 tonnes par mois à la fin de l'année, début d'année prochaine, 3 tonnes de graphène par mois, et puis 10 tonnes dans 18 mois. Alors on parlera tout à l'heure du financement et des aspects financiers de votre projet. Philippe Généreux, on a parlé de la raréfaction de l'eau dans la production de bière et dans son process. On utilise combien de litres d'eau pour fabriquer 1 litre de bière ? Il faut savoir que l'industrie brassicole est une grosse consommatrice d'eau. Pour fabriquer 1 litre de bière, chez Météor, on consomme 4,5 litres d'eau. Donc nous sommes conscients que nous sommes un gros consommateur. En 15 ans, on a réduit de moitié déjà notre consommation. Il faut savoir, dans les années 2000, on consommait de l'ordre de 10 litres. Et l'objectif, à 5 ans, c'est de baisser encore de 30% ces consommations pour aller vers 3 litres d'eau pour 1 litre de bière produite. À quoi sert cette eau dans votre process ? Alors l'eau, elle sert bien évidemment à fabriquer la bière, parce que dans la bière, il y a majoritairement de l'eau, il faut bien le savoir. Et au-delà de ça, on est dans l'industrie agroalimentaire, donc on consomme énormément d'eau pour les lavages de nos cuveries, et aussi le lavage de nos emballages. Il faut savoir, chez Météor, par exemple, on produit plus de 70% de nos emballages en emballages réutilisables. Donc nous lavons aussi bien les bouteilles que les fûts, et ça, c'est évidemment très consommateur d'eau. La consigne est consommatrice d'eau ? La consigne est consommatrice d'eau, puisqu'il faut bien nettoyer l'emballage qu'on va réutiliser. Est-ce que vous avez le droit d'utiliser vos eaux de station d'épuration et de les réinjecter dans le process ? Alors par rapport aux 30% de réduction de consommation que nous avons pour les 5 ans à venir, il y a essentiellement la réutilisation de l'eau qui sort de notre station d'épuration. Donc on a une station d'épuration intégrée qui traite entre 800 et 1000 mètres cubes d'eau par jour et 200 000 mètres cubes par an. Et on a l'ambition, dans un premier temps, d'en récupérer 30 000 mètres cubes pour une utilisation sans contact alimentaire.
donc nettoyage de surface et autres, alimentation de tours aéroréfrigérantes. Et dans un deuxième temps, 50 000 m3 supplémentaires pour un usage alimentaire, c'est-à-dire éventuellement lavage des emballages ou utilisation par des industriels locaux comme les cimenteries. Donc ça fait plus de 80 000 m3, soit 30% de plus de 30% de notre consommation actuelle. Au niveau de l'interprofession de Brasseurs de France, les confrères, les collègues font la même chose? Je pense que la totalité des brasseurs sont investis dans cette démarche et que ça fait partie d'un des éléments essentiels de la démarche RSE de tous les brasseurs. Ouais. Quel est votre budget eau annuel? Alors notre budget eau, il se décompose à la fois en achat d'eau, parce que nous ne sommes pas autosuffisants, nous avons nos propres puits, mais nous prélevons aussi à travers de l'eau du réseau communal qui est issu de puits un peu plus éloignés de la brasserie. Donc pour moitié, c'est le coût d'achat et pour moitié le coût de traitement. Donc aujourd'hui, notre budget d'eau, il est de l'ordre de 600 à 700 000 euros. Est-ce que c'est une question purement économique ou est-ce que c'est une question RSE? C'est bien évidemment une question économique, mais c'est avant tout une question de démarche RSE. L'eau est de loin pas notre premier secteur de dépenses en termes de matières premières. Nous sommes surtout conscients, en tant que brasserie présente depuis 400 ans sur Orfelden, en pleine Alsace, de notre responsabilité en tant qu'utilisateur d'eau, compte tenu de la raréfaction dont on parle de plus en plus chaque année. Donc c'est avant tout une démarche éco-responsable avant d'être une démarche économique. Oui. Estelle Delangle, pour produire du chanvre, est-ce que les agriculteurs irriguent? Est-ce qu'il faut beaucoup d'eau? Bonjour. Alors non, le chanvre ne s'irrigue pas, et très certainement pas en France, qui est leader européen de la production. C'est un des gros atouts du chanvre, c'est-à-dire qu'en fait, il a un système racinaire qui est très développé, qui va très profond et qui fait qu'on n'a pas besoin d'irriguer. Alors forcément, il faut qu'il pleuve un peu. C'est pour ça que le gros du chanvre, on le cultive quand même plutôt au nord de la Loire en France. Mais on n'irrigue pas le chanvre. On ne met pas de pesticides ni d'insecticides dans le chanvre. On met 2 fois moins d'engrais dans un chanvre que dans un maïs, un colza ou un blé. Et c'est pas la seule réponse qu'apporte le chanvre à la raréfaction des ressources, puisque derrière on va le transformer, on va l'utiliser, ce chanvre, c'est un peu l'idée. Et si vous utilisez le chanvre dans le bâtiment, par exemple, vous utilisez par définition moins de béton. Et le béton, c'est le sable. Donc là, on a aussi un gros enjeu. Si vous utilisez le chanvre dans le textile, parce qu'on utilise le chanvre dans tellement de choses, si vous utilisez le chanvre dans le textile, aujourd'hui, on a un enjeu de ressources pétrole avec les produits synthétiques. C'est une réponse, et surtout, c'est une réponse au coton. Alors, le chanvre ne remplacera pas le coton, mais le chanvre permet de réduire l'usage du coton. Et quand on discute avec les grandes marques, elles savent que dans 10-15 ans, leurs approvisionnements de coton, il va falloir les réduire. Donc voilà, le chanvre, ça répond pas seulement à la raréfaction de l'eau, mais aussi à la raréfaction de beaucoup de ressources. Donc voilà, le but, c'est d'augmenter les surfaces, de moins raréfier le chanvre, de le rendre plus présent, lui, pour répondre à tous ces enjeux de raréfaction. Les chanvrières dans le département de l'Aube couvrent combien d'hectares? Alors la chanvrière qui se situe à Troyes, elle a semé cette année 13 000 hectares de chanvre. C'est largement plus que de la moitié de chanvre français. Et ensuite, elle transforme cette plante en paille. Et pour le coup, au niveau européen, elle transforme les 3/4 de la paille transformée en Europe. C'est transformé dans un rayon de 120 km autour de Troyes. En gros, le chanvre en Grand Est écrase la concurrence, il n'y a pas photo. On a une pépite incroyable sur le territoire et c'est pour ça qu'on a créé le pôle européen du chanvre. Le chanvre dans l'industrie textile est considéré comme un matériau haut de gamme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le démocratiser? Alors nous, on travaille beaucoup à ça. En fait, sans rentrer dans les détails, vous avez différents types de fibres de chanvre que vous pouvez utiliser dans le textile. Et vous pouvez effectivement utiliser le chanvre comme du lin, c'est la partie haut de gamme. Il y a beaucoup de R&D autour de ça, c'est des machines qui sont chères. Donc c'est un débouché, mais vous avez beaucoup d'autres débouchés avec de la fibre moins longue que vous pouvez mélanger avec du coton pour faire des jeans, ça se fait déjà beaucoup. Il y a des grandes marques de jeans qui mettent déjà du chanvre dans certaines de
leur collection. Et puis, vous pouvez faire de l'ameublement, vous pouvez tout faire parce que vous pouvez le mélanger avec de la laine, avec du coton, vous pouvez l'utiliser pur, vous pouvez l'utiliser avec du lin. Donc en fait, on est justement en train de développer, et nous, on veut que le chanvre, ce soit pas juste effectivement pour les happy few, mais que ce soit vraiment une matière qui se démocratise. Merci Madame Delangle. Inès Sadala, vous avez créé la société Signe. Vous avez substitué aux matériaux traditionnels qu'on utilise pour faire des collants un matériau plus high-tech. De quel matériau s'agit-il? C'est principalement un polyamide qu'on dit rare, du coup qu'on a détourné pour faire nos collants qui à la base n'est pas du tout dans le monde du collant. Qu'est-ce qui rend vos collants plus durables? C'est principalement du coup la matière première, parce qu'il faut savoir que le collant du coup c'est le dernier produit de grande consommation qui est encore victime d'obsolescence programmée. Alors lui pour le coup pour produire un seul collant c'est 70 km de fil et 750 litres d'eau. Donc et pour qu'on porte 2 à 3 fois. Donc c'est une aberration écologique et économique et c'est pour ça. 750 litres d'eau pour un collant. Exactement. Chez vous? Et chez nous, alors du coup, on fait des bains de teinture, donc ça dépend du nombre de collants qu'on met dans les bains, mais on vient réduire. Pour l'instant, on a encore du travail à faire parce qu'on est associé à la dernière bonnetterie familiale indépendante sur le collant, et on a du coup notre vraie innovation, c'est vraiment la matière première, et à terme, on a pour objectif justement de limiter les ressources utilisées pour produire nos collants. Et vous avez pour objectif de construire votre première usine, c'est exact? Oui, on a 2 ans et demi, on est commercialisé depuis 2 ans et demi, on a toujours eu plus de demandes que d'offres, donc c'est une bonne chose, mais du coup on a pour objectif de ralentir justement une industrie qui a longtemps pollué, donc on a pour objectif de ne pas délocaliser la production ailleurs qu'en France, et donc on veut ouvrir notre propre usine et avoir notre propre outil de production. Vos collants sont durables. Comment faites-vous pour entretenir une clientèle fidèle? Du coup, il y a 30% de nos clients qui rachètent, donc c'est plutôt bon signe, sans jeu de mots. Mais après, on sort d'autres gammes. On a des différentes opacités de collants, des couleurs, des motifs. On a des mi-bas, chaussettes, sockets, shorty. Donc par la diversification produit, sans en faire trop, parce que justement on a connu une gamme beaucoup trop élargie sur le collant. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir des produits intemporels qui durent dans le temps. Et combien de paires avez-vous vendu depuis la création de Signe? On en a vendu un peu plus de 60 000. Donc en 2 ans et demi, on est maintenant une équipe de 7 personnes. On vend principalement en ligne sur notre site internet, mais on a aussi une 50aine de revendeurs et on équipe aussi des maisons de luxe. Merci. On reviendra tout à l'heure à votre projet de construction d'usine. Sadia Rafal, la société Player, a inventé un dispositif, un concept qui permet de fabriquer de l'électricité à partir d'un vitrage et non plus d'un panneau photovoltaïque. Comment est-ce que vous avez inventé ce process et comment est-ce que vous comptez le commercialiser? Donc, on se base d'une technologie qui a été développée au sein de l'Université de Strasbourg. Et donc, on propose un nouveau type de vitre qui est capable de se opacifier et qui peut produire de l'énergie en même temps. Donc, on combine des cristaux liquides et des matériaux qui sont capables d'absorber la lumière qui est invisible à l'œil nu pour produire de l'énergie, pour des applications, du coup, en vitre. Quel est votre modèle économique? Vous les vendez à qui? Pour le moment, on ne vend pas encore. On est encore en développement. On est une petite équipe. On n'a pas encore les moyens pour produire. Donc, on est encore en train de développer. Nous cherchons des partenaires industriels, des partenaires financiers pour lancer une ligne pilote afin de pouvoir tester la faisabilité industrielle. Vos clients seraient des grands verriers, des groupes verriers? Les grands verriers pour des applications surtout en façade pour les bâtiments tertiaires. L'objectif, c'est de pouvoir en fait prendre l'opportunité d'exploiter les façades des bâtiments, surtout dans les milieux urbains, plutôt que des toits, là où on utilise le plus souvent les panneaux photovoltaïques. Votre technologie a une application duale, c'est-à-dire qu'elle est à la fois civile et militaire. Quels sont les usages militaires d'un tel produit? Surtout la protection contre, par exemple, les faisceaux laser. On est capable de pouvoir arrêter un faisceau laser d'une manière localisée, et c'est le faisceau laser qui pourra alimenter en fait la vitre, qui pourra arrêter ainsi le faisceau laser. Donc vous êtes à la fois sur la défense et sur la raréfaction des ressources, deux marchés et deux philosophies différentes. C'est une application possible pour la technologie, mais aujourd'hui on cible plutôt les bâtiments tertiaires. C'est le marché qui est le plus adapté pour les performances auxquelles on peut répondre aujourd'hui. Donc le militaire, disons que ce sera plutôt pour une application niche que pour le moment on ne cible pas.
Alors, quand on parle de raréfaction de ressources et de lutte contre cette raréfaction, on est dans le vocabulaire de la RSE. Est-ce que, du coup, la lutte contre la raréfaction des ressources est un objet de communication? Est-ce qu'on vous a déjà accusé les uns les autres de faire du greenwashing? Commençons par vous, Philippe Généreux. Il est évident que dans le cadre de notre démarche RSE, la réduction de notre impact environnemental est un des 3 piliers que nous avons sélectionnés, au même titre que la qualité de vie de nos collaborateurs ou que notre investissement dans l'écosystème local. Mais on ne cherche pas spécialement à communiquer massivement sur cette démarche. On l'a fait avant tout pour nous, pour nos collaborateurs. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est d'abord les résultats, c'est la réalité de l'investissement. Et comme je vous le disais, en ayant déjà réduit de 50% notre prélèvement d'eau, en réduisant notre consommation d'énergie fossile, en développant le photovoltaïque, on prouve que ce ne sont pas des mots, c'est des actes. Et de toute façon, je suis toujours convaincu que toutes les entreprises ont intérêt à aller dans cette direction-là, y compris d'un point de vue économique. De toute façon, l'énergie est de plus en plus chère, les matières premières aussi. Donc, en tant que bon capitaine d'industrie, il faut en réduire la consommation, ne serait-ce qu'à ce titre-là. Mais au-delà de ça, nous, on a aussi quand même des convictions environnementales. On est à la campagne, on est dans un milieu... disons, à préserver. Donc, franchement, il n'y a pas de question à se poser par rapport à ça. Est-ce que la clientèle accepte l'augmentation du prix de la bière pour financer ces opérations et ces investissements RSE? Oui, je le pense. D'ailleurs, le prix de la bière a globalement fortement augmenté ces dernières années parce que la bière s'est premiumisée. Donc, le consommateur a l'habitude de payer son demi un peu plus cher qu'il y a 30 ans et d'autant plus volontiers qu'il a le sentiment que celui qui l'a produit est engagé dans une démarche éco-responsable. Oui. C'est plus facile de produire de la bière éco-responsable quand on est sur une bière premium que quand on est sur une bière de marque de distribution? Certainement, mais je ne pense pas que c'est antinomique. Je pense qu'on peut aussi faire des bières, disons, à des tarifs raisonnables, tout en ayant une démarche engagée vis-à-vis de l'environnement. Ouais. Même question sur les aspects premium, on en a déjà parlé tout à l'heure, Estelle Delangle. Combien coûte une chemise en chanvre en moyenne et combien coûte une chemise en coton en France? En fait, la chemise en chanvre, ça dépend d'où elle vient. Parce que vous pouvez trouver une chemise en chanvre chinoise sur le marché pour pratiquement le prix, on va dire, d'une chemise de lin. Mais le chanvre chinois, il n'est pas transformé comme celui qu'on transforme en France. Il y a une vraie volonté de la filière, justement, et pour reprendre le terme de greenwashing, je crois que ce que fait l'écosystème chanvre aujourd'hui en France, c'est l'antithèse du greenwashing, parce que on essaye de transformer les filières et j'allais dire la société en profondeur avec le chanvre. On est obligé de tordre des systèmes sociotechniques existants pour faire exister le chanvre, qui aujourd'hui n'a pas sa place dans le textile ou dans le bâtiment, par exemple, pour prendre les principaux marchés. Donc, après, pour répondre précisément à votre question, une chemise, on va dire en mélange coton-chanvre, elle sera forcément plus chère qu'une chemise en coton tout court. Donc le travail qu'on fait, c'est de massifier, de développer aussi les outils industriels qui nous manquent aujourd'hui pour pouvoir transformer plus localement en France. On restera toujours sur des projets sur des produits qui seront un peu plus chers que ce soit, mais pas que dans le textile, hein, parce qu'il faut en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a une valeur à partager aussi, et qu'on a des agriculteurs à rémunérer, on a une chaîne de valeur à rémunérer. Et c'est pour ça que je parle de transformation de la société en profondeur. C'est pas juste toujours baisser les prix pour obtenir le produit le plus bas marché, comme ça a pu être à une époque. Les métiers à tisser sont des métiers qu'on utilise, ce sont des métiers à tisser détournés d'un autre matériau? Alors c'est surtout la question de la filature aujourd'hui qui pose question. Hein. Le tissage va dépendre de la filature. Et aujourd'hui, il n'existe pas d'outil pour filer le chanvre en tant que tel, en tout cas de manière industrialisée, qui fonctionne de manière systématisée. Il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, hein, on voit des choses passer, mais on est obligé soit de filer le chanvre comme du lin, comme de la laine ou comme du coton. On ne file pas le chanvre pour le chanvre. Et c'est pour ça que je parle de transformation en profondeur et qu'au pôle, on a un travail coopératif très intense pour arriver à terme
Alors, forcément, on utilise ces outils, entre guillemets, un petit peu pervertis pour développer le chanvre et pour le faire exister. Mais à terme, notre ambition, c'est de pouvoir développer des outils dédiés qui seront du coup plus adaptés en termes de qualité et de prix. On a beaucoup parlé de la rémunération des agriculteurs ces derniers mois, la crise qui frappait cette profession. Est-ce que les agriculteurs qui produisent du chanvre sont gagnants? Alors les agriculteurs qui produisent du chanvre, d'abord ils le font parce que ça a du sens pour eux. Il faut savoir qu'il y a 50 ans, ils n'étaient pas nombreux à en faire. Ils ont développé le chanvre, en tout cas pour ceux qui sont encore là, ils sont à la retraite maintenant, mais contre vents et marées. Ça n'intéressait absolument personne. Ça a duré des années et des années. Aujourd'hui, les agriculteurs qui se tournent vers le chanvre, c'est avant tout pour faire du bien à leur sol, pour faire du bien à leur culture suivante, pour intégrer des cultures à bas niveau d'intrants dans leur rotation. Ils se rémunèrent sur le chanvre, ils se rémunèrent grâce à une chose, c'est à la valorisation entière de la plante. C'est-à-dire que c'est grâce au fait qu'on utilise le chanvre dans sa totalité, puisqu'on utilise les graines et la tige, et on défibre la tige, et on utilise les poussières qu'on produit en défibrant la tige. C'est grâce à cette multivalorisation que les agriculteurs parviennent à se rémunérer. Et l'autre élément important, c'est que certes, aujourd'hui, le chanvre en marge brute, c'est moins important que le maïs ou le blé. Mais le chanvre, il n'est pas soumis aux fluctuations des marchés comme le sont ces cultures-là. Donc j'ai coutume de dire que c'est un petit peu comme le livret A et la bourse, quoi. Le chanvre, c'est très stable. Donc on a vu au moment du conflit en Ukraine, c'était un peu compliqué de convaincre les agriculteurs de faire du chanvre. Par contre, aujourd'hui, où le blé a beaucoup redescendu, on a beaucoup plus d'agriculteurs qui s'intéressent. Et en général, une fois que les agriculteurs ont commencé à faire du chanvre, malgré les difficultés qui existent en termes de récolte, etc., en fait, ça apporte une telle satisfaction en termes d'agronomie et de sens, en fait. Il y a très peu d'agriculteurs qui lâchent l'affaire, à condition, évidemment, qu'ils arrivent à en faire un revenu, ce qui est le cas avec les coopératives existantes aujourd'hui. Historiquement, le chanvre à Troyes et dans la région de Troyes, dans la région de l'Aube, il était destiné à la papeterie cigarette du groupe Bolloré, à la papeterie OCB. Tout à fait. Cet usage n'existe plus. Est-ce que dans les années à venir, il y aura de tout nouveaux usages? Est-ce qu'on est en train de faire des recherches pour des usages totalement disruptifs du chanvre? Alors, les recherches ne s'arrêtent jamais. Par contre, aujourd'hui, ce marché existe encore. Alors, il n'est plus transformé en France, puisque cette papeterie a fermé. Et c'est ça qui a amené les agriculteurs à s'organiser en coopérative, ce qu'ils sont toujours aujourd'hui. Néanmoins, le marché du papier à cigarette, c'est toujours un marché très important. Mais ça fait des années que... en fait, les chanvriers, ils ont toujours innové. C'est eux qui ont construit leur marché. Donc on continue, on travaille sur les marchés des composites et de la plasturgie. On travaille, on l'a dit, sur le marché du textile, sur la partie graines. Aujourd'hui, on est en train de développer des valorisations en cosmétique, en alimentation humaine, qui étaient peu là encore jusqu'à présent. Et sur la partie chêne-vote, qui est le bois à l'intérieur de la paille, on a ce marché incroyable du bâtiment qui a un avenir vraiment radieux. Il y a encore quelques petits verrous normatifs parce qu'on est habitué depuis bientôt 100 ans à ne construire qu'en béton. Donc il faut tout revoir, notre manière de penser, l'isolation, etc. On a un matériau qui répond à tous les enjeux de transition énergétique puisque c'est un isolant formidable. Donc voilà, une fois qu'on fait évoluer tous ces systèmes un peu sociotechniques et on développe tous ces marchés innovants. Nous sommes ici dans le Grand Est, une région reconnue pour la force de son agriculture. Il y a des grands espaces, il y a de la grande culture, mais pas seulement dans le département de l'Aube. Est-ce que d'autres territoires du Grand Est sont susceptibles d'accueillir du chanvre? La plaine d'Alsace, par exemple. Alors, on peut accueillir du chanvre partout en Grand Est, ça c'est pas un souci. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pouvoir le transformer. Donc il faut pouvoir monter des usines de transformation. Aujourd'hui, vous prenez l'Eurométropole de Strasbourg avec le syndicat des eaux, le SDEA, ils sont en train de mener une étude très très sérieuse pour envisager le développement du chanvre en Alsace. On les accompagne là-dessus, on est très présents parce que pour nous c'est important de pouvoir accompagner le développement de filières déjà dans notre région et puis même en fait
partout en France et en Europe, on le fait même dans le monde, parce qu'en fait, on est convaincu que c'est une plante qui a tout à gagner à grandir et on ne va pas la garder pour nous. Donc effectivement, l'Alsace a vocation à faire du chanvre à terme, peut-être pas toute seule, parce que c'est quand même un petit territoire, et voilà, peut-être avec un peu l'Allemagne, un bout de la Lorraine, voilà, tout ça c'est à réfléchir, mais aujourd'hui, il y a des initiatives et on les accompagne parce qu'il y a aussi eu beaucoup d'échecs dans le passé. Et quand on se trompe dans les modèles économiques, on laisse les agriculteurs sur le carreau. Et ça, on ne veut pas que ça se produise. Donc voilà, on accompagne toutes ces dynamiques, oui. Alors parlons de la prise de risque du créateur d'une start-up. Yannick Laffut, lorsque vous avez décidé de quitter votre emploi précédent pour valoriser les recherches et le graphène, vous avez décidé de créer la société Blackleaf. Première levée de fonds, je suppose, Love Money, et une deuxième levée de fonds en série A. Est-ce que ça s'est bien passé? Et où en êtes-vous dans cette prise de risque? Alors oui, ça s'est bien passé parce que c'est derrière nous. Non, mais après, c'était pas un chemin facile. C'est jamais facile de lever de l'argent pour un projet. Le sujet du graphène, il est pas simple. Enfin, c'est également le cas pour d'autres technos. Mais le graphène, c'est un matériau magnifique. On parlait de la raréfaction. 3 mots effectivement sur la raréfaction. Où on utilise du graphène dans le cadre de la raréfaction des matériaux. Typiquement, on va surtout l'utiliser en électronique et dans les batteries. Électronique, le graphène va pouvoir, de par ses propriétés, remplacer des matériaux comme l'indium, le platine. Batterie, on va remplacer des matériaux comme le manganèse, le cobalt, le lithium, le nickel, ce genre de choses. Mais c'est comme c'était le cas pour le béton, on travaille aussi pour le béton, c'est des industries qui sont très établies. Et donc rentrer un nouveau matériau, convaincre des industriels, changer des lignes, changer des produits, c'est jamais simple. Et donc le graphène, en dépit en fait de ses super propriétés, on a des difficultés quand même à dire, bon voilà, vous voyez, les propriétés de ce matériau peuvent remplacer des matériaux qui sont chers, qui ont un fort impact carbone, sachant que nous on a fait notre ACV, notre analyse de cycle de vie. Donc on sait exactement, en mettant tant le graphène, de combien on allège le bilan carbone des produits sur lesquels on vient se positionner. Et malgré tout, c'est pas simple. Donc en fait, Blackleaf a pris le pari de se dire, on va en même temps qu'on fait croître en fait nos capacités de production du matériau, on va développer des marchés. Et ça, pour une start-up, c'est compliqué. Et quand il s'agit de pitcher ça à l'État, parce que l'État nous a beaucoup soutenus sur le sujet, ils le comprennent un peu parce qu'ils ont des enjeux de souveraineté, des enjeux voilà, qui dépassent en fait les simples enjeux économiques. Par contre, quand on a pitché ça à des investisseurs privés, qui voient naturellement un retour sur investissement sur le sujet, c'est un autre enjeu, c'est un autre sujet. Et du coup, donc non, c'était absolument pas un chemin simple, mais on y est arrivé. On a trouvé deux groupes d'investisseurs. On a trouvé un groupe d'investisseurs local, donc avec des gens qu'on a pu rencontrer. Ça fait tout de suite la différence de rencontrer les gens, de pouvoir discuter avec les équipes, les nôtres et les leurs, de trouver des synergies. Il y a des choses qui se font au niveau des personnalités. Et naturellement, là, on a un fit qui s'est cristallisé. Alors, je ne dis pas que le volet économique a été complètement occulté, pas du tout. Mais c'est quand même un peu plus simple. Et puis, effectivement, il y a aussi cette volonté de faire croître une start-up industrielle à un niveau local. Donc, naturellement, à trouver des investisseurs locaux, c'est quand même plus à propos. Et puis, on a trouvé un industriel qui nous accompagne également. Donc, les investisseurs privés, les business angels, c'est au travers de la team Kajuba, portée par Michel Husser. Et puis effectivement, l'industriel s'appelle comment? Et notre industriel donc s'appelle Armor Group. Donc il se trouve qu'en fait notre graphène on le met en œuvre dans des encres, dans pas mal d'encres. Et ces gens-là sont des gros consommateurs d'encre pour diverses applications. Ils utilisent près de 60 tonnes d'encre par jour. Alors pas que du graphène malheureusement, mais bon, on va essayer de faire changer ça. Mais en tout cas oui, des gens dont le métier c'est l'encre. Et donc ils ont trouvé un fit avec nous. Et ça fait longtemps qu'ils cherchaient des gens capables de produire du graphène en fort volume, et donc c'est ça qui les a séduits chez nous. Mais donc voilà, il faut vraiment trouver les bons investisseurs qui ont les bonnes attentes. Là en industriel, vous l'avez compris, c'était chercher, trouver le matériau, voilà. Et puis à côté, des gens qui souhaitent soutenir aussi des démarches un petit peu comme les nôtres de start-up industrielles en local. Et vous êtes devant la porte de votre nouvelle usine ou pas encore?
Alors, on est on est déjà dans les locaux, hein. Les locaux seront peu ou prou les mêmes. On prend juste quelques espaces en plus à côté. Le locaux se trouve où? À Ilkirch, sur le parc En d'innovation. banlieue de Strasbourg. Ouais. Ouais, sur le parc d'innovation. Donc oui, on est aux portes. Là, on est en train de travailler avec un industriel qui nous aide à dimensionner véritablement ce dont on a besoin. Et les premiers investissements seront faits en juillet et août. Et donc la première tranche de l'usine, comme je le disais, elle tournera fin d'année, début d'année prochaine, puisque les machines ne sont pas non plus complètement dingues et on a déjà tout identifié. C'est-à-dire, Rafale, vous êtes aussi dans la perspective de construire votre nouvelle usine. Vous avez peut-être encore vous êtes quelques pas derrière Blackleaf, mais vous n'êtes pas loin, c'est ça? Effectivement, je me reconnais très bien ce qu'a dit Yannick. Donc, je suis pareil dans la même démarche de chercher des fonds, de lancer une ligne pilote, puisque nous, on n'est pas encore à la production. Donc, on veut développer une vitre. Quand on veut développer une vitre, il faut produire des grandes tailles. On ne peut pas rester sur des tailles laboratoires. Et donc, c'est compliqué. Il faut trouver des équipements qui sont adaptés pour pouvoir, Et donc, il faut savoir que la vitre, c'est aujourd'hui un objet du quotidien qui est primordial. On parle de raréfaction des ressources. Le bâtiment est le premier le secteur consommateur d'énergie en France. Donc, vous avez des partenariats industriels dans le Grand Est? on a un partenaire avec lequel on travaille depuis le mois de janvier, que malheureusement, je ne peux pas encore citer. On est encore sous confidentialité. Là, l'objectif, c'est d'utiliser, au lieu d'utiliser du verre, c'est d'utiliser un substrat plastique qui est beaucoup moins cher et du coup qui peut être utilisé comme des puits de lumière dans les bâtiments. Et dans le Grand Est, on a des industriels établis dans la vitre, dans les vitrages, dans les fenêtres. Je pense à Triba, mais il y en a d'autres. Est-ce que des partenaires avec eux seront envisageables dans un deuxième temps? C'est tout ce que je demande aujourd'hui. Je pense que ça peut être un atout pour accélérer et ramener notre technologie sur le marché. Et comment est-ce que l'écosystème vous accompagne dans votre projet? L'écosystème est très bienveillant. Moi, je n'étais pas entrepreneur, donc j'étais chercheur, j'ai sauté le pas. Et aujourd'hui, je me suis converti en entrepreneur vraiment, j'espère, de plus en plus aguerri. Et l'écosystème m'a beaucoup aidé à avoir ce mindset entrepreneur, puisque ce n'est pas vraiment le même état d'esprit. Et donc, avec bienveillance, CEMIA, la BPI. CEMIA, l'incubateur public du Grand Est, la BPI. La BPI, les différents SAT, et puis aussi les amis qui ont créé des startups qui amènent aussi, partagent beaucoup de leur expérience aussi, quoi. Inès Sadala, votre projet de construction d'usine, il se fera où et quand, tout simplement? C'est une bonne question. On est encore en cours de chiffrage sur le projet industriel. C'est vrai que nous, à la base, c'était pas du tout prévu qu'on lance une usine. Quand on a lancé Signe, voilà, on s'était dit qu'on avait le temps, qu'on trouverait les moyens de produire. Maintenant, il faut y aller parce que vous êtes en rupture de stock. Exactement, on est trop souvent en rupture de stock. C'est ultra frustrant et on n'a pas envie aussi de perdre le savoir-faire. La bonnetterie à laquelle on est associé, justement, a vu aussi la production partir. À la base, il y avait 270 entreprises qui produisaient du collant en France. Aujourd'hui, elles sont 2. Et c'est la dernière qui produit du collant fin. Donc, vraiment, c'est un savoir-faire qu'il faut préserver. Et c'est ça qui nous pousse à lancer, du coup, notre projet industriel, donc, qui est en cours de chiffrage. On espère démarrer la levée de fonds à la rentrée. Et puis, du coup, se prêter à l'exercice de pitcher, de vendre. Voilà, dans le Grand Est, il y a 2 clusters ou deux places fortes du textile. Vous avez les Vosges et vous avez la région de Troyes. Votre usine sera soit d'un côté, soit de l'autre? Tout à fait. On connaît un peu plus Troyes que les Vosges. Là, justement, on va un peu plus visiter les Vosges prochainement. Et après aussi, on habite à Reims, nous, donc on va voir aussi. Mais c'est encore en discussion. On ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on va l'implanter. On fera, nous, le mieux pour Signe et là où sont aussi les compétences, parce qu'il n'y a plus d'école. Il y a très peu de gens qui sont en capacité de produire du collant. Donc, on fera aussi en fonction de ça, qui est le plus important. Les recrutements d'ingénieurs, vous les faites où? Là, les premiers échanges qu'on a, effectivement, viennent de Troyes, donc les ingénieurs textiles, sans qui on ne pourra pas paramétrer les machines et faire en sorte qu'elles fonctionnent, puisque nous, on n'est pas ingénieurs à la base. Donc, plutôt de Troyes, les recrutements. Vous êtes plutôt commerciaux à la base? Oui, on est plutôt commerciaux. On a fait une école de commerce à Marseille. Et ensuite, on a été consultant en stratégie et marketing à Paris. Donc, vraiment rien à voir, le textile, l'industrie, tout ça, on découvre. Votre levée de fonds, vous l'avez chiffrée à combien? Quel est l'objectif? C'est un premier chiffrage qu'on a. On est en train de faire auditer le chiffrage justement, mais la fourchette se situe plutôt entre 1 et 3 millions.
Donc, pour commencer. Le financement des startups, c'est notoirement bloqué. Il est notoirement bloqué depuis au moins 12 mois. Est-ce que vous sentez des difficultés? Est-ce que vous sentez cette difficulté d'accès aux capitaux? Oui, effectivement, c'est quelque chose nous qu'on voit parce qu'on rencontre et on connaît beaucoup d'entrepreneurs autour de nous. On a vu aussi beaucoup de boîtes fermées depuis qu'on les s'est lancées. Et c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on ne vit pas. On a beaucoup de chance, en tout cas, de rencontrer notre marché et d'avoir plus de demandes que d'offres. Donc, on a beaucoup vendu avant de produire. Les clients étaient prêts à attendre parce qu'ils ont compris que c'était une innovation produit, qu'on peinait justement à suivre la cadence et qu'on faisait de notre mieux pour produire et les livrer au plus vite. Mais du coup, c'est quelque chose qu'on n'a pas effectivement, auquel on n'a pas fait face et on a beaucoup de chance. Du coup, voilà, c'est pour ça aussi qu'on veut prendre des risques et qu'on se dit, il faut qu'on y croit. Si nous, en tout cas, le début fait qu'on peut. Oui, ça facilite la prise de risque. Si j'ai bien compris, votre besoin en fonds de roulement, il est couvert, il est facilité par le fait que les clients payent et attendent ensuite leur collant pendant Oui, alors un mois ou deux. ça a fonctionné comme ça jusqu'à présent. Maintenant, on ne peut pas toujours fonctionner comme ça. Donc là, on a de la chance d'être suivi par les banques, la BPI, la région. Et là, on est en train de justement produire le stock pour la saison d'après et essayer de ne plus être en rupture. Et sur la logistique, d'ailleurs, comment est-ce que vous êtes organisé? Vous avez beaucoup de logistique, c'est du B2C? Oui, la logistique est en interne. On est dans 30 mètres carrés, on met tout le stock et on envoie en ce moment 3000 colis par mois et ça peut monter jusqu'à 10 000 et on s'en occupe nous-mêmes. Est-ce que la logistique est verte chez vous? La logistique est verte, on envoie en lettres suivies, on fait notre maximum pour justement avoir des packaging faits en France, pour que ce ne soit pas du plastique, qu'il n'y ait pas de suremballage, comme on a l'habitude de voir en plus sur le collant. Donc oui, on essaie d'être le plus vert possible. Philippe Généreux, la logistique, c'est aussi une question chez vous, une question RSE et une question économie des ressources. Vous avez déjà deux marchés, le marché des particuliers et le marché des CHR, les cafés, hôtels, restaurants. Comment est-ce que vous prêtez attention à ces aspects verts dans votre logistique? Au niveau de la logistique, nous, on est surtout impacté au niveau de notre distribution dans le milieu CHR, en tant qu'on a aussi une activité de dépositaire. C'est vrai qu'on étudie actuellement le remplacement de notre flotte de camions pour des véhicules soit électriques, soit au gaz, pour évidemment consommer moins d'énergie fossile. C'est une question complexe quand même à résoudre pour nous, parce qu'il faut savoir que nous, on transporte lourd. La bière, c'est lourd. Et les camions qui la transportent doivent avoir une certaine puissance et une certaine autonomie. Donc actuellement, il n'y a pas vraiment encore sur le marché les produits qui nous satisferaient. Mais dès qu'ils seront disponibles, ça commence à apparaître en Allemagne, nous équiperons notre flotte de ces modèles. Voilà. Par contre, au niveau chariot, par exemple, l'élévateur, on est en train de basculer notre flotte de chariots en électrique, en tout électrique lithium, pour abandonner le gaz sur les chariots que nous utilisons aujourd'hui. Un camion électrique ou un camion hydrogène coûte combien? C'est beau, on parle de sommes qui sont nettement supérieures à votre consommation d'eau. C'est quasiment 2 fois plus cher qu'un camion normal. Donc c'est aussi un engagement, parce que là, effectivement, le retour sur investissement, il n'existe pas. Même pour l'eau, ce que je vous disais sur la réutilisation de l'eau en station d'épuration, aujourd'hui, économiquement, ce n'est absolument pas rentable. Néanmoins, à un moment, il faut se lancer. Il faut le faire, c'est ça. Ouais. Voilà, il y a des choses qui rapportent, il y en a qui en rapportent moins, et il ne faut pas hésiter à aller là où il faut aller, sinon on n'avancera pas. Donc, on en est conscient, et même si ça a un coût, il faut se débrouiller pour le faire. Est-ce qu'il y a des accompagnements financiers de la part des institutions régionales, nationales, européennes? Oui, malgré tout, il y a des aides. On a des aides de la BPI, de l'ADEME, de l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Honnêtement, il y a beaucoup de systèmes qui existent si on monte bien les dossiers, si on prouve qu'il y a un intérêt environnemental, une vraie démarche d'innovation, on peut trouver des aides assez significatives. Ce n'est pas ça qui, à mon avis, déclenchera nécessairement l'investissement seul, mais en tout cas, ça aidera. Et c'est vrai qu'on en a bénéficié ces dernières années et qu'on compte bien en bénéficier aussi dans le cadre des nouveaux projets. Oui. Inès Sadala, vous bénéficiez d'aide des institutions pour votre projet? Oui, alors c'est vrai qu'on on était très occupés sur la croissance, donc c'est vrai que tout le monde voulait nous soutenir et nous aider, mais nous on a été très pris par l'activité, recruter et faire face à la demande. Mais effectivement, on est suivi la BPI, la région Grand Est, la Banque Populaire, CIC, enfin, ouais, on est suivi.
C'est vos partenaires privés, mais le Conseil régional du Grand Est, par exemple, il vous a accompagné dans votre projet? Oui, la région Grand Est, effectivement, nous a accompagnés et va continuer normalement de nous accompagner sur le projet industriel. On attend le chiffrage définitif. Yannick Laffu, même question. Quel est le soutien financier que vous avez obtenu des institutions? Eh bien, BPI essentiellement, hein, donc au travers de l'État finalement. Je crois qu'on a un projet qui est industriel, écologique et matériaux, donc à la base alimentaire de plein de choses. Et donc en fait, on a réussi à se faire sonner toutes les cloches depuis qu'on a créé la société. Et donc, je ne sais pas si on fait le total, on a eu peut-être presque 6-7 millions d'argent public en fait pour notre projet. Alors, tout n'est pas dépensé, hein, puisqu'il y a une usine à construire. Mais oui, on a largement été. Et sans ça, en fait, on se rend compte qu'on irait peut-être pas au bout, en tout cas, on irait beaucoup plus lentement en fait vers nos objectifs. Donc oui, cet argent public aujourd'hui, il est essentiel, et que ce soit de la subvention ou de l'avance remboursable. Nous, on a eu de la subvention, on a aujourd'hui de l'avance remboursable, mais l'avance remboursable, c'est très très bien pour une start-up comme nous. Et l'Europe, sur les financements européens, c'est peut-être vous, Estelle Delangle, qui êtes le mieux placé pour en parler. Est-ce que la PAC vous accompagne? Alors nous, on a été très aidés par le Fonds européen au développement rural, effectivement, donc le volet rural développement rural de la PAC. Jusqu'au début des années 2000, l'Europe aidait beaucoup les chanvriers, donc bien avant la création du pôle européen du chanvre. Mais les chanvriers se sont toujours organisés pour ne pas être dépendants des aides, étant conscients que la PAC, ça ne durerait pas toute la vie. Et au niveau du pôle, oui, on a été très aidés donc, par le FEADER. Pendant 3 ans, en fait, on a vraiment eu 3 ans pour développer de l'innovation organisationnelle, faire structurer un écosystème qui puisse ensuite être incarné dans le pôle. Aujourd'hui, on vole un peu plus de nos propres ailes puisqu'on s'est constitué en société coopérative d'intérêt collectif, donc une entreprise, une ESA, une SAS même. Et donc, on continue d'avoir le soutien de la région. On a des collectivités qui sont nos associés, donc qui ont mis au capital aussi. Donc, c'est vrai que c'est aussi toujours sécurisant. Et puis, on va continuer de se développer en s'appuyant avant tout sur nos actions et sur les prestations qu'on met en place. Est-ce qu'on est libre d'agir quand on a les collectivités au capital? Oui, oui, parce qu'en fait, paradoxalement, le fait que les collectivités entrent au capital, étant donné qu'on est une SIC, c'est une personne, une voix, et c'est à peu près, les collectivités mettent pas plus d'argent que nos grandes entreprises, par exemple, et elles ont vraiment pris la mesure de ce projet-là, qui est avant tout un projet d'action coopérative. Donc, non, je dois reconnaître qu'on a l'agglomération troyenne, l'agglomération chalonnaise, le département de l'Aube qui sont là, et qui travaillent avec nous, qui ne nous imposent rien, mais qui travaillent avec nous au développement de la production, des transformations, des usages du chanvre. Et pour Player, est-ce que vous avez le soutien des collectivités? Oui, ça nous a permis de pouvoir démarrer dans de bonnes conditions. La région Grand Est, BPI, Initiative Strasbourg. On a reçu pratiquement un montant de 300 000 €. Ça nous a permis de démarrer avec une équipe d'ingénieurs, de jeunes docteurs et de commencer à être directement dans l'opération. Vous avez l'impression d'avoir en face de vous un écosystème qui est réactif face à vos demandes de financement? Clairement. Oui. Surtout en ce moment où on pousse beaucoup les jeunes docteurs à passer le cap de la recherche académique à l'entrepreneuriat. Donc il y a un très bon soutien. Il y a une société d'accélération dans le Grand Est qui s'appelle Connectus. Vous êtes passé par ce dispositif? Oui, on a eu d'abord un projet de maturation financé à hauteur de presque 600 000 € par la SAT avant de pouvoir passer à la start-up. Oui. Merci à vous 5 pour ces échanges. On a parlé de RSE, on a parlé d'économie des ressources, on a parlé de financement et on a aussi parlé de prise de risque. Donc merci à vous qui nous avez suivis pendant 3 quarts d'heure. La parole maintenant va être à Raphaël Duchemin avec son intervention suivante sur la société Matisse. Merci. 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 Merci.